Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre dans ce nouveau numéro de votre magazine Le Point. Comme vous le savez, nous sommes à moins de 70 jours du 23 décembre 2018, date choisie par la Commission électorale nationale indépendante pour organiser les élections en RDC. Deux tendances se dessinent à présent. Certains pensent qu'il faut à tout prix aller aux élections pour espérer un changement. D'autres, par contre, estiment qu'avant d'aller aux élections, il faut revoir certaines choses. Et pour en parler, mesdames, messieurs, je reçois pour vous ce soir M. Georges Boussé-Falaye. Il est sénateur honoraire. Bienvenue, M. Boussé-Falaye. Merci beaucoup, Alain. Nous vous avons reçu il y a exactement 3 mois sur ce plateau. Nous avons abordé plusieurs sujets, entre autres les raisons de votre absence prolongée, votre retour en politique, la décentralisation. Mais en rapport avec les élections, vous avez émis certaines réserves quant à son organisation. 3 mois après, il y a eu évolution. Quand on a des candidats présidents de la République, ils sont au nombre de 21. Nous avons des candidats députés, plus de 15 000, des candidats député national, député provincial. Mais curieusement, vous aviez annoncé votre retour, mais vous n'êtes ni candidat président de la République, ni candidat député national, ni candidat député provincial. Pourquoi? Monsieur Alain, je voudrais commencer par remercier d'abord la chaîne B1 Télévision pour m'avoir accordé justement une interview il y a 3 mois. Et comme vous l'avez si bien dit, depuis lors, il y a eu une évolution notable dans tout ce qui concerne les processus électoraux dans notre pays. Élection au sujet de laquelle je m'étais bien prononcé à l'époque en disant que c'était trop risqué d'aller vers les élections pour des raisons maintenant dont vous venez d'évoquer quelques-unes. Les machines électorales, les fichiers électoraux, les uns et les autres ne se mettent pas tout à fait d'accord à ce sujet. Mais entre-temps, vous m'aviez demandé, vous avez signalé qu'il y a eu des candidatures, des candidats présidents, des candidats députés nationaux et provinciaux, et pourquoi je ne me suis pas présenté à ces élections. Alain, je voudrais que vous sachiez, je ne dois pas vous le rappeler, dans notre dernière interview, je vous avais dit que j'étais profondément chrétien. Ce n'est pas un mot vide, c'est un mot qui a une grande signification. Et donc, ma vie est vraiment une vie qui est basée sur le destin. Chaque être humain a un destin. Et quand un homme ne découvre pas son destin, il va naviguer à vue, il va parfois aller à côté. C'est pourquoi beaucoup de gens ne réussissent pas dans leur carrière professionnelle ou politique. Moi, j'ai un destin politique. Et dans le cadre de ce destin, il faut savoir que le destin est surtout est divin. Le destin est divin. Dans ce destin, je suis passé par le bureau du président dans les années 1998. Ensuite, je suis passé au gouvernement après l'assassinat de M. Laurent Désiré Kabila dans les années 2001. Et ensuite, je suis passé au Sénat dans les années 2003. C'était en fait le début de la transition. Et après la transition, je me suis retiré en Afrique du Sud. Et à l'occasion de mon retour au pays, vous êtes le premier journaliste qui m'a interrogé. Donc je voudrais vous dire que mon destin personnel est vraiment une horloge qui ne se trompe pas. Ce n'était pas mon temps aujourd'hui de me présenter comme candidat, ni comme candidat président, ni comme candidat député national ou provincial. J'aurais pu le faire si je le voulais moi-même. Alors j'aurais été en dehors de cette horloge. L'horloge qui est contrôlée par Dieu. C'est Dieu qui contrôle cette horloge. C'est Dieu qui contrôle cette horloge, oui. Mais on a souvent dit qu'en politique, Dieu n'intervient pas. Alain, oui, c'est vrai, beaucoup de personnes disent qu'en politique, Dieu n'intervient pas. Bon, mais je voudrais simplement dire que le Dieu véritable, le Dieu suprême, qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas, il intervient. Ceux qui ne le savent pas subissent, ceux qui le savent font attention. Comment? Je donne le premier exemple. Allez-y. Pour ceux qui s'intéressent à l'histoire du monde, ils savent que l'État d'Israël ne date pas d'hier, après la Seconde Guerre mondiale. Israël a existé depuis le temps du roi David, Saoul d'abord, le roi Saoul, le roi David, etc.
Et l'État d'Israël a disparu progressivement lorsque Israël s'est éloigné de Dieu. Il est allé en déportation en Babylonie. Exact. Ceux qui veulent s'intéresser à l'histoire doivent savoir que ça, c'est les actes de Dieu. C'est Dieu qui avait décidé que Israël irait en déportation en Babylonie. Et lorsque Israël était en déportation en Babylonie, ceux qui lisent entre les lignes la parole de Dieu savent qu'il a existé un prophète qu'on a appelé prophète Daniel. Daniel, exact. Le prophète Daniel était en Babylonie, il travaillait avec le roi Nebuchadnezzar. Et Dieu avait donné à ce roi païen une vision qui s'accomplit depuis lors jusqu'à aujourd'hui. Vous connaissez sans doute la vision de cette, n'est-ce pas, de cette image, tête en or, poitrine dans tous les métaux jusqu'en bas. Ça. Et en bas, c'était des métaux en fer, les jambes en fer, jusqu'au, n'est-ce pas, aux 10 doigts. Bon, ce n'est pas le moment. L'occasion, cette émission, ce n'est pas pour aller dans le détail. C'est simplement pour dire que le roi Nebuchadnezzar n'avait pas compris la vision que Dieu lui avait donnée. C'est le prophète Daniel qui lui a montré cette vision, qui nous montre tout le cours de l'histoire, depuis l'empire de Babylone, en passant par l'empire des Médo-Perses, en passant par l'empire grec avec le fameux Alexandre le Grand qui est arrivé jusqu'en Égypte, et enfin par l'empire romain qui a dominé le monde entier. Un empire qui a été décrit comme un empire terrible, vorace. Mais cet empire a disparu, mais ses traces subsistent encore aujourd'hui. Et nous voyons que la civilisation judéo-chrétienne maintenant est entrée dans les modes de gouvernement, surtout des pays européens, et a pesé un peu, disons, réduit la férocité de l'empire romain, mais l'exploitation n'est pas si différente. Disons, elle est plus douce, mais elle se fait. Et donc, ceux qui ignorent Dieu dans la politique subissent le fait dans la politique. Et maintenant, Dieu interviendra à la fin des temps. Parce que nous attendons le dernier règne, c'est le règne éternel de Jésus-Christ. Jésus qui est venu reviendra et il régnera sur le monde entier. Exact. Bon, aujourd'hui, il y a un débat autour de la machine à voter, fichier électoral. Est-ce que vous trouvez ce débat fondé par rapport au processus électoral? C'est vrai. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a maintenant 21 candidats président de la République. Il y a 15 000 candidats députés nationaux et provinciaux. Nous avons environ 40 millions d'électeurs qui sont donc... D'ailleurs, je rappelle aux téléspectateurs que vous avez participé à l'élaboration de la loi électorale qui a conduit la RDC aux élections de 2006 en tant que sénateur. Exact. Alors, il y a 40 millions d'électeurs qui ont été identifiés. Et moi, je compte parmi ces 40 millions d'électeurs parce que je ne suis pas candidat. Exact. Donc, je vais élire. Je vais élire un candidat président de la République. Je vais élire un député national. Je vais élire un député provincial. Exact. Alors, nous allons parler tout à l'heure certainement des caractéristiques de cette élection. Mais en attendant, parlons un peu des machines à voter. Allez-y. Il n'y a pas que ces Congolais que je viens d'énumérer qui sont divisés. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Exact. Parfois pour des raisons qui ne sont pas vraiment techniquement établies. Mais nous avons reçu ici une délégation d'experts britanniques qui sont venus au pays, qui ont examiné ces machines et qui ont laissé 15 recommandations. Je me demande aujourd'hui si ces 15 recommandations ont fait l'objet d'un examen approfondi. À ma connaissance, peut-être que ça a été fait, mais à ma connaissance, je n'ai pas encore entendu parler des résultats d'une telle enquête suite aux recommandations. Bon, jusqu'à aujourd'hui encore, il y a vous avez suivi pendant la Coupe d'Afrique, la CAF, la CAN 2018, ce qui est arrivé au stade. Comment les gens ont crié. Donc vous faites allusion aux éliminatoires qui ont eu lieu dernièrement entre la RDC et le Zimbabwe. Tout à fait, les éliminations entre la RDC et le Zimbabwe. Vous savez que, disons, dans les gens, les tribunes, les gens ont crié Tolingi, Machino Anate, etc. Donc, nous ne pouvons pas faire semblant qu'il n'y a pas un problème.
Mais aujourd'hui, je ne voudrais pas m'étendre trop là-dessus, Oui. parce que je voudrais qu'on parle d'autre chose. Mais il y a aussi le problème des fichiers. Les fichiers électoraux. Selon les informations que je possède, au départ, il y avait 47 millions d'enrôlés. Il y a eu quelques nettoyages de l'ordre de 7 millions. Et finalement, dans ce qui reste, les 40 millions, 16% des personnes enrôlées sans empreinte digitale. À peu près 6 millions. À peu près 6 millions, 400 000, quelque chose comme ça. Mais moi, je me pose la question. Pourquoi d'abord un premier nettoyage et puis un solde qui pose question? Ça pose problème. Je vais vous expliquer pourquoi c'est arrivé. Oui, allez-y. Lorsque il était question de débattre au Parlement sur la nouvelle loi électorale, vous vous souviendrez qu'il y a eu des morts encore une fois à Kinshasa, parce que le peuple ne voulait pas de l'alinéa 3 de l'article 10. Les gens ont démarché. Ils ne voulaient pas qu'on fasse d'abord le recensement avant de faire, n'est-ce pas, la liste des électeurs. Bon. Or, vous ne pouvez pas avoir l'état civil dans un pays si vous n'avez pas le recensement. Donc, vous ne pouvez pas connaître le nombre exact de la population. À partir des critères tout à fait objectifs, légaux, de ces personnes recensées, on peut savoir quels sont ceux qui peuvent être des électeurs. Ça, c'est la première chose. Je comprends. Vous savez, nous disons en politique, il faut le dire, nous sommes un État de droit, un État démocratique. Le pouvoir appartient au peuple. Le pouvoir doit être exercé par le peuple. Et le pouvoir doit être exercé pour le peuple. Pour le peuple, exact. Dans ce cas d'espèce, le peuple a manifesté. On a élagué, n'est-ce pas, l'alinéa 3 de l'article. Peut-être trompé par leurs dirigeants. Bon, notre population est organisée dans des partis politiques. Ce sont les partis politiques qui doivent jouer ce rôle d'influencer, n'est-ce pas, leurs membres. Il y en a qui l'ont fait, et à mon avis, ils ont induit leurs membres à se mettre dans une position où on a refusé le recensement, pour des raisons qui ont été évoquées. Plusieurs raisons ont été évoquées. Les uns avaient peur du glissement, les autres pour plusieurs raisons. Je ne voudrais pas entrer dans ces détails. Toujours est-il qu'on n'a pas fait les recensements. Maintenant qu'on n'a pas fait les recensements, on a quand même une liste des électeurs qu'on a nettoyé une première fois. 7 millions de personnes nettoyées. Si on avait fait, si c'était parti de l'état civil, ça ne serait pas arrivé. Il y a encore 16% des personnes qui n'ont pas d'empreinte. Donc à peu près 6 400 000. Monsieur Alain, dans un pays, comment identifie-t-on quelqu'un pour savoir s'il est citoyen ou s'il ne l'est pas? Comment? Si on n'a pas ces empreintes digitales. Tout le système de l'état civil est basé sur les empreintes digitales dans tous les pays du monde. S'il n'y a pas d'empreinte digitale, c'est comme si vous n'existez pas. Et par conséquent, si vous n'existez pas, vous ne pouvez pas exister dans un processus électoral qui fait appel à des citoyens congolais. Et c'est ça le grand problème dans lequel notre peuple, qui a le pouvoir, parce que pouvoir du peuple, c'est bien, mais pouvoir par le peuple a envoyé au Parlement des représentants qui sont des députés nationaux et des sénateurs. Ils ont décidé. Il y a une loi qui est votée, on applique la loi et il y a ces problèmes-là. Oui. Avant d'avancer, est-ce qu'il y a une nuance entre pouvoir du peuple, pouvoir par le peuple, pouvoir pour le peuple? Il y a une nuance. Oui, il y a une nuance importante. Pouvoir du peuple. C'est-à-dire? Ça veut dire que le peuple a la souveraineté dans l'État dans lequel il habite. C'est le cas du peuple congolais, dans les frontières qui ont été tracées après la conférence de Berlin en 1885. Exact. Ça, c'est la République démocratique du Congo au terme de la loi. Et cette République démocratique du Congo est une, indivisible. Quoi qu'il arrive, elle sera toujours une et indivisible. Bon. Le peuple qui habite cette République a le pouvoir de s'organiser, de dire comment il veut vivre, comment il veut être gouverné, quelles sont ses aspirations.
pour améliorer son existence. Ça, c'est le pouvoir du peuple. Ce pouvoir s'exprime souvent dans les référendums, par exemple le référendum constitutionnel. Exact. Lorsque j'étais au Sénat, nous avions fait circuler les référendums constitutionnels pour voter la Constitution. Exact. Ça, c'est le pouvoir du peuple. Il n'y a personne d'autre en République démocratique du Congo qui a le pouvoir de mettre en place, de déclencher l'utilisation légale d'une constitution. Maintenant, le pouvoir par le peuple. Le peuple ne peut pas gouverner le pays de manière globale. Il arrive un moment où, à partir de la Constitution, il faut faire des lois organiques ou des diverses lois. Le peuple envoie au Parlement des parlementaires qui les recommandent, de manière à ce que lorsque ces parlementaires, n'est-ce pas, examinent les lois, ils les examinent au nom du peuple. Exact. Alors, pouvoir pour le peuple. Ça veut dire que le peuple envoie les députés, les sénateurs et vote un président de la République en fonction d'un programme précis et espère que ces problèmes à lui seront résolus. Il ne s'agit pas, il ne s'agit pas, n'est-ce pas, de penser qu'une fois qu'on est député, une fois qu'on est sénateur, une fois qu'on est président de la République, on puisse faire des choses qui n'ont pas de rapport avec l'intérêt du peuple. C'est ça qu'on appelle pouvoir pour le peuple. Nous revenons par rapport à la loi électorale. Hein. Oui. Je l'ai rappelé tantôt, vous étiez parmi ceux qui ont élaboré la loi électorale de 2006, modifiée en décembre dernier. Est-ce qu'il y a une nette différence entre les deux lois? Quels sont les inconvénients de la nouvelle loi? Quels sont les points forts et points faibles de la loi électorale de 2006? Voilà. Il y a eu effectivement une loi qui a été votée et qui a aidé à l'organisation des élections en 2006. Exact. J'étais parmi les personnes qui ont travaillé au Sénat sur cette loi. Et j'aimerais un peu ressortir les grandes différences. Allez-y. Voilà. Il faut d'abord savoir que la loi électorale a pour but d'attribuer des sièges à des animateurs politiques qui veulent entrer dans les institutions. Exact. Bon. Le premier animateur politique, c'est le président de la République. Exact. Quelle est sa circonscription? La République. C'est la République, la circonscription électorale. À l'époque, le président de la République était élu au suffrage absolu. C'est-à-dire, il devait avoir 51% au moins des voix pour être proclamé président de la République. Ça, c'est l'ancienne loi. Dans la nouvelle loi, le président de la République peut être voté de manière relative. On dit un scrutin relatif. C'est-à-dire, ce n'est plus nécessaire d'avoir 51% de voix. Pourquoi? Parce que dans la première loi, il y avait plus, comme aujourd'hui, nous avons 21 candidats présidents. Ils allaient faire un premier tour. Et alors, on allait garder les deux premiers qui devaient s'affronter au deuxième tour. Et c'est parmi ces deux-là qu'on avait nécessairement l'un qui avait 51% et l'autre qui pouvait peut-être avoir 49%. Quel est le problème qui se pose maintenant? Maintenant, nous avons 21 candidats présidents de la République. Exact. Mais quelle sera la répartition des pourcentages parmi ces 21 candidats? Personne ne le sait. Il se pourrait, je prends comme un exemple, il se pourrait que le prochain président de la République, tel qu'est prévu par les élections qui viennent, il se pourrait qu'il ait 15% des voix. Alors, et la conséquence, c'est quoi? La conséquence, c'est qu'il y a une espèce, on égratigne un peu la question de la légitimité. Comment? Voilà. Pourquoi est-ce que nous avions voté cette loi après la transition? Oui. La transition est venue après une série de guerres, de conflits. La plupart de ces guerres et conflits, si vous lisez bien la motivation de la Constitution de l'époque, à l'époque, une des motivations, c'était qu'il y avait une lutte de légitimité. C'était la cause principale de la crise congolaise. Alors, pour sortir de cette lutte de légitimité, il fallait mettre en place des mécanismes légaux qui permettraient au peuple de trancher. Exact. Première élection 2006, nous avons élu, le peuple congolais a élu
l'actuel président. Exact. Deuxième élection 2011, l'actuel président a été réélu. Et maintenant, nous sommes aux prochaines élections. Nous avons décidé, par les gens que nous avons envoyés au Parlement, qu'on allait passer des règles absolues aux règles relatives. Mais nous sommes un État démocratique. Dans un État démocratique, il y a encore un autre principe. C'est que, après les élections, quels que soient les résultats, la partie qui a la majorité gouverne et la partie qui a la minorité suit. Exact. Ça, c'est une règle démocratique. Ce ne sera plus le cas maintenant. Parce que la partie qui aura 15%, c'est elle qui gouverne. Il va gouverner, alors que la plus grande partie de la population ne l'a pas élu. Je me demande quel sera le climat dans ces conditions-là. Est-ce que maintenant, est-ce qu'on peut dire pouvoir du peuple? Le peuple congolais élit un président de la République conformément à la loi électorale et devra accepter un président de la République qui pourrait éventuellement avoir 15% des voix. Ça ne s'appelle pas pouvoir du peuple. Parce que pouvoir du peuple, ça s'appelle la majorité du peuple congolais a voté et a eu la majorité des voix. Ça, c'est quand même un grand inconvénient. Deuxième inconvénient. Allez-y. En dehors de l'unique circonscription où il y a un seul siège, il y en a encore 61, soit dans les villes, dans les cités, dans les villes donc, du territoire national. Il y a encore 61 circonscriptions électorales où il y aura un seul siège. On va y élire des députés nationaux. Alors imaginez un peu, dans ces circonscriptions, un député national qui, à l'époque, devait avoir 51% au moins, aujourd'hui peut passer avec peut-être 10%, peut-être 12%. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Nous allons exacerber les conditions d'une société socialement hétérogène. C'est-à-dire, la personne qui nous représente, en tant que circonscription électorale, dans laquelle il y a plusieurs tribus, qui vivent souvent pas toujours en amis, parce que vous savez ce qui se passe parfois chez nous. En harmonie, tout ça. En harmonie, quand il y a des intérêts, les gens se regroupent, etc. Nous aurons, dans une circonscription électorale, 80% de la population qui doit se reconnaître dans un député national élu, par exemple, à 10%. C'est aussi le même type de problème que j'évoque ici et qu'on aurait pu éviter en gardant l'ancien système que moi, personnellement, en tant que citoyen congolais libre de m'exprimer, que j'aurais préféré. Mais, M. Boussé, il y a certains observateurs qui pensent que la nouvelle loi électorale est venue, permet une sorte d'assainissement de l'espace politique en RDC. Vous vous souvenez qu'on a eu plus de 700 partis politiques. Ce n'est pas normal pour un pays. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous ne pensez pas que cette loi-là vient assainir les sphères politiques en RDC? Je ne pense pas que cette loi vient assainir l'espace politique en RDC. Cette loi vient avec des règles de jeu qui font que, lorsqu'on parle maintenant du quotient électoral, les petits partis politiques qui ne sont pas vraiment répartis sur le territoire national, on les enlève de la table de distribution des sièges. C'est simplement ça. C'est le seul résultat qu'il y a. Ce n'est pas juste. Je ne peux pas dire que ce n'est pas juste ou que c'est juste. Parce que vous savez que nous sommes dans une société hétérogène socialement. Et donc, la question de l'identification nationale est en train de se construire. La plupart des partis politiques, je ne vais pas aller au-delà de ma pensée, mais il y a beaucoup trop de partis politiques, c'est normal. Si je prends 21 candidats présidents de la République pour un pays, c'est déjà beaucoup. C'est beaucoup trop. Peu importe.
je n'ai pas à donner mon point de vue, je respecte l'opinion de chacun, mais je dis que la nouvelle loi électorale n'assainit pas l'espace politique, et d'ailleurs vous le verrez, hein, la conséquence de cette nouvelle loi, c'est simplement que les petits partis qui ne pouvaient pas prétendre passer la barre de 1% des quotients électoraux, ils se sont mis dans des groupements, dans les regroupements politiques, espérant se tirer d'affaire là-bas. Mais nous allons en parler aussi. Parce que est-ce qu'ils vont vraiment se tirer d'affaire là-bas? Je ne crois pas. Comment? Tout simplement. Ils sont regroupés. L'union fait la force. Oui, l'union fait la force. Mais le pouvoir appartient au peuple. Je reviens encore là-dessus. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Les électeurs vont élire soit... D'abord, les électeurs vont élire des listes. Ils ne vont pas élire des personnes. Ah bon? Ah oui, ils vont élire des listes. Il y aura des listes avec un seul candidat, candidat indépendant. Il y aura des listes d'un seul parti, un parti politique déterminé, et il y aura des listes d'un groupement politique. Bon. Le candidat indépendant ne pose pas de problème. Les partis politiques ne posent pas de problème parce que finalement, quand on va dépouiller disons, les votes, les partis politiques qui aura dépassé déjà le test de 1%, si par exemple on n'a pas 40 millions d'électeurs, je prends théoriquement ces chiffres, oui, on en discutera tout à l'heure, le seuil ce sera de 400 000. Un parti politique qui sera voté et qui aura moins de 400 000 voix, il disparaît. Sa course est terminée. Mais ceux qui sont entrés dans les groupements politiques, leur course continue. Mais quand on arrive maintenant à l'élection des groupements, qu'est-ce qui va se passer? J'ai examiné attentivement la loi. Au niveau des partis, la liste est ouverte parce qu'on élit des listes, mais à l'intérieur, il y a les noms. On appelle ça une liste ouverte. Donc il y a les noms des candidats. Il y a les noms des candidats. Dans un parti politique, le candidat, supposons, prenons un exemple, il y a une circonscription avec 3 sièges, et que dans ces partis, il y a deux sièges qu'ils ont gagnés. Le candidat dans cette liste qui aura la majorité des voix, c'est lui qui aura la première position. Exact. Et puis viendra là, ça c'est la liste ouverte. Mais quand j'ai examiné soigneusement la loi, je me suis rendu compte qu'en ce qui concerne les groupements politiques, la loi ne parle pas des listes fermées ou des listes ouvertes. La loi est muette à ce sujet. Concrètement, c'est quoi exactement? Ça veut dire que lorsque les gens vont avec l'euphorie, campagne électorale, les gens ils vont se réjouir. Quand les résultats sortiront, groupement politique, eh bien, on va lister les partis qui sont dans le groupement politique. Donc, il y a une, si je comprends bien, M. Boussé, donc, moi, Alain Mboma, en tant qu'électeur, je peux élire un monsieur, un candidat, quand même qu'il réussit, mais si son parti ou son regroupement décide de mettre le nom d'un autre candidat, il est fait. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit ceci. La loi n'en parle pas. La loi dit simplement que dans les regroupements politiques, les voix des électeurs portent les membres de ces groupements politiques, les positionnent. Oui. Je ne vais pas citer des noms des partis. Prenons un exemple. Il y a un parti A, un parti B, un parti C dans un groupement politique, et même un parti D. Le parti D a la majorité des voix. C'est juste l'ordre inverse. Le dernier a la majorité des voix. Dans ces groupements politiques, c'est le parti D qui sera le premier. Et puis, etc. Mais, en fait, dans la loi, les membres de ces partis, la loi n'en parle pas. Quel sera le positionnement des membres dans ce parti D qui a gagné? Supposons que dans ce parti D qui a gagné, il y ait un monsieur qui est très connu, qui a la majorité des voix dans sa circonscription. Et puis un deuxième qui vient, qui a moins de voix que lui, etc., etc. La loi ne dit pas que dans cet ordre-là, c'est celui qui a la majorité dans son groupement qui aura le siège. La loi est muette là. Ah, elle est muette. Elle est muette. Alors, j'imagine
que ce sera un jeu politique à l'intérêt du groupement politique. Quel jeu? Eh bien, les chouchous des responsables des groupes va peut-être passer. Ah, il pourrait passer alors qu'il n'a pas eu, alors que celui qui a eu les voix ne passe pas. Je dis bien, j'imagine. Mais la loi, en tout cas, n'en parle pas. Et donc, il y a là un risque. Ce que vous dites est fondé, mais aujourd'hui, quelle doit être l'alternative? Parce qu'on a deux tendances aujourd'hui. Ceux qui veulent aller aux élections à tout prix et ceux qui ne veulent pas, ils souhaitent une transition pour qu'il y ait changement de certains points. Aujourd'hui, quelle doit être l'alternative? La question est encore une fois difficile que je donne une réponse, oui, sans provoquer des incompréhensions. Bon. Moi, je dis simplement, le pouvoir appartient au peuple congolais. Le peuple congolais a envoyé des parlementaires au Parlement. Ils ont décidé sur une loi. La loi est d'application, elle vient avec quelques problèmes, oui, et non des moindres. Qui a le pouvoir de parler d'alternative? Il n'y a qu'une alternative. Puisque c'est le peuple qui a voté la Constitution, puisque c'est le peuple qui a envoyé des gens au Parlement, la seule alternative, c'est que le peuple intervienne de nouveau pour dire quelle est la meilleure solution, mais à condition qu'il soit éclairé par l'opinion objective, telle que celle sur laquelle je me base en parlant de la loi. Parce que cette loi existe. Aujourd'hui, n'importe qui peut aller visiter la loi. Il ne pourra pas me dire le contraire, qu'il me montre où, dans quel article de la loi électorale actuelle, où on parle de listes ouvertes ou fermées lorsqu'il s'agit de la classification des partis politiques après la proclamation des résultats. Oui, revenons un tout petit peu à la loi électorale. Lors de la dernière rencontre entre la CENI et les candidats présidents, certains candidats présidents, mais issus de l'opposition, ont évoqué le problème de la légalité de la loi électorale, ou bien de la machine à voter. Est-ce fondé aussi? Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que l'utilisation de la machine à voter est légale? Alors, M. Alain, je vais répondre vraiment comme un citoyen libre. Exact. Parce que nous sommes dans un État démocratique. Un État de droit. Nous avons la liberté. C'est ça. Quoi qu'elle coûte. J'ai parcouru la nouvelle loi électorale. Je n'ai trouvé nulle part une allusion à la machine à voter dans la loi électorale. Alors, dans un État de droit, n'est-ce pas, pour des questions aussi importantes que les élections générales, sur quelle loi doit-on se baser pour organiser le processus électoral si ce n'est que sur la loi électorale? Alors, quand nous lisons la loi électorale, je l'ai lu, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé quelque part une seule allusion à l'usage des machines à voter. Alors moi, je me place du côté, pas seulement d'un État démocratique, mais également d'un État de droit. Un État de droit, c'est un État dans lequel le pays est gouverné en fonction de la loi. Exact. Et la loi est votée par des représentants du peuple. Alors, si tel est le cas, puisque je n'ai pas trouvé dans la loi une seule allusion aux machines à voter, comment on va s'y prendre dans un État de droit pour faire passer une machine à voter vu du côté de la loi, du côté de la légalité? Donc ceux des candidats présidents de la République qui évoquent cette question, ils l'évoquent, je pense, en s'appuyant sur le même raisonnement que je viens de faire. Vous avez dit à l'époque qu'il serait risqué d'aller aux élections. 3 mois après, pensez-vous que, quand vous le disiez à l'époque, est-ce que vous faisiez allusion ou bien vous pensiez au caractère apaisé, crédible, transparent des élections? Exactement. Parce que je me souviens, dans ma pensée profonde, je me disais ceci. Le peuple congolais a besoin de la paix. Il n'y a jamais eu que la guerre dans ce pays. Depuis l'indépendance. Rébellion après rébellion. Guerre après guerre. Misère après misère. Aggravé par une autre chose. Pays potentiellement riche, dont la population peut profiter de cette richesse. Mais à cause des conditions sécuritaires, le pays n'a pas pu vraiment faire bénéficier
à la majorité de sa population des conditions de vie qui soient meilleures. Exact. Bon. Alors, aujourd'hui, on peut comprendre en 2006, nous sortions d'une guerre aussi. Oui. Bon, je me rappelle à l'époque, dans les discours politiques, tout le monde parlait de pacification. Oui, nous voulions tous la paix. Dans les caractéristiques que vous venez d'énumérer, je les avais en tête à l'époque, quand je disais, ah, il y a un risque. Pourquoi je disais il y a un risque? Parce que la situation à l'est du pays, il n'y a pas encore la paix là-bas. Aujourd'hui, la situation qui prévaut à l'est du pays me donne raison. Ce qui se passe à Béni, c'est inacceptable. C'est du jamais vu. Comment voulez-vous qu'une population qui se prépare aux élections voit tout à coup surgir des gens venus d'on ne sait pas où, qui entrent, qui égorgent, qui tuent des femmes enceintes, qui ouvrent des ventres? Non, 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 non. Et puis qui repartent. Moi, en tout cas, je compatis au plus profond de moi-même avec nos concitoyens qui sont bénis. Il n'est jamais tard pour le dire. Nous sommes avec eux. Ils souffrent avec nous, nous dans le cœur, mais eux dans la chair. Exact. Comment voulez-vous qu'on organise des élections à Béni au mois de décembre? Il n'y a pas si longtemps, il y a eu beaucoup de problèmes au Kasaï. Moi, je n'ai pas été au Kasaï personnellement pour aller vérifier si, quelle est la situation sécuritaire aujourd'hui par rapport à un moment qui a été très difficile. Je ne peux pas tirer des conclusions, ce serait de la démagogie. Mais peut-être nos concitoyens au Kasaï eux-mêmes peuvent le dire, ceux qui vivent sur le terrain là-bas. Eux peuvent le dire si vraiment au Kasaï on peut organiser s'il y a la paix. Je ne le dirai pas à leur place. Bon, en Ituri, nous avons connu aussi des graves problèmes. Exactement, à Djougou. À Djougou, des graves problèmes. Est-ce que les conditions de paix sont réunies aujourd'hui dans ces endroits-là pour que nous puissions y organiser des élections paisibles? Je pose la question aux âmes de bonne volonté et il ne s'agit pas ici de vouloir prendre position contre qui que ce soit, parce que nous devons prendre position en faveur de nos populations. Voyez-vous? Donc, je pense que cette condition des élections dans la paix, il y a encore à boire et à manger. Transparence. La transparence. La transparence dans un processus électoral, qu'est-ce qu'elle signifie? La transparence doit commencer depuis le début et la transparence doit aller jusqu'à la fin. Exact. La fin, c'est la proclamation des résultats. Donc, mais quand nous regardons le début du processus, comme je l'ai dit tout à l'heure, si le début du processus avait commencé à partir de l'état civil, ça aurait été la transparence. L'état civil allait fournir des listes pour faire à la CNI, on aurait des listes des électeurs, ça aurait été transparent. Parce que là où il y a transparence, on ne fait pas de nettoyage. Exact. Là où il y a transparence, on ne se pose plus de questions sur des gens qui n'ont pas des empreintes digitales. Ça, on ne se pose pas ces questions. Donc, dès le départ, il y a un problème de transparence. Dans la suite, la transparence, c'est voir clair dans les opérations que l'on mène. C'est-à-dire? Lorsque nous regardons nos populations à l'est du pays, où les frontières sont poreuses, où n'importe qui peut entrer n'importe quand, est-ce que nous sommes certains que tous les électeurs qui vont se présenter aux urnes sont effectivement des Congolais ou des non-Congolais? Nous ne le savons pas. Nous ne le savons pas. La transparence. Ira-t-elle jusqu'aux machines à voter? Ça, je ne peux pas le dire. Mais si on a déjà répondu aux 15 recommandations des Britanniques, peut-être que ça nous aiderait à aller de l'avant et à dire, bon, faisons confiance à quelqu'un. Là, on pourrait parler de la transparence. La transparence, enfin, devrait apparaître jusqu'à la fin, n'est-ce pas, du processus. Les jours où les gens vont mettre leurs urnes, leurs bulletins dans les urnes, et qu'on va voir les résultats, et qu'effectivement,
Ces résultats vont refléter... Les résultats vont refléter la réalité électorale. Si les résultats reflètent la réalité électorale, il n'y aura pas de problème. On aura accompli la condition de transparence. Et là, tout le monde sera content, n'est-ce pas? Et crédibilité? Bon, parlons de crédibilité. Quand est-ce qu'on peut parler des élections crédibles? Là, encore une fois, je voudrais rester dans l'objectivité. Les élections crédibles, ça signifie lorsque moi, citoyen congolais, j'ai fait un vote, je suis sûr que ce que j'ai exprimé dans le vote correspondra à ce qui va sortir dans le résultat final. Il faut que ce soit dans un processus transparent. Bon. Est-ce que je suis assuré que le processus sera transparent? Et là, tout dépendra. Nous espérons simplement que, à la fin du processus, qu'il n'y aura pas de manipulation pour déformer la véracité des faits. Là, on ne peut qu'espérer. On ne peut qu'espérer. Vous allez me dire, est-ce que vous pensez que ce sera transparent? Je dis, j'espère que ce sera transparent de ce point de vue-là. Mais il y a un autre caractère. Oui. Élection libre. Libre, exact. Qu'est-ce qu'on appelle élection libre? Une élection est libre lorsque moi, électeur, je choisis librement le candidat que je veux élire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en toute âme et conscience, tenant compte du fait que dans une élection, en tant que citoyen, il y a des choses que j'attends comme réalisation. Prenons le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce que le peuple attend des résultats des élections? Une amélioration des conditions de vie. Exact. La résolution de tout ce qui concerne les préoccupations journalières de la population, les problèmes sécuritaires, les problèmes sanitaires, les problèmes scolaires pour les enfants, etc. Il y a beaucoup de problèmes. Et dans certains endroits de notre pays, les problèmes sécuritaires prennent une dimension parfois tout à fait particulière. Quand on parle des Koulouna, c'est une réalité à Kinshasa. Est-ce qu'un électeur quinois, après les élections qui viennent, voudra encore des Koulouna? Non. Non. Le Quinois voudra marcher Circuler comme il librement. veut, circuler librement toute la nuit s'il le veut, il est libre. Rentrer chez lui à 4h et 5h du matin, n'est pas être tout à coup devant des gens non identifiés. Exact. Parfois, on dit des gens qui portent l'uniforme, mais non identifiés. Personne ne peut le dire. Alors, le peuple congolais veut que, après cette élection, que la situation sécuritaire du pays change. Après cette élection, qu'il n'y ait plus jamais aucun problème à Béni. Après cette élection, qu'il n'y ait plus jamais aucun problème à Djougou. Après cette élection, qu'il n'y ait plus jamais aucun problème au Kassai. Et que les peuples vivent dans la paix, tranquillement. Est-ce que la chose va s'accomplir? Les gens le veulent. Ils souhaitent cela. Mais pour ça, il faut voter dans la liberté. Bon, mais si moi, électeur congolais, j'en arrive à une situation où quelqu'un achète ma conscience, c'est le cas le plus difficile parce que ça devient un cas moral. Et dans un cas moral, vous ne pouvez pas légiférer. Vous ne pouvez pas légiférer sur le péché, par exemple, pour nous les chrétiens. Le péché, ça se passe dans le cœur. Exact. Il n'y a que Dieu qui voit dans le cœur. Mais les gouvernements dans ce monde ne peuvent pas voir dans le cœur. C'est pourquoi on attend les faits matériels. Bon, maintenant, mais l'achat de conscience est une réalité. Quand quelqu'un achète ma conscience, je vais voter pour quelqu'un dont je ne suis pas sûr qu'il m'apportera la solution que j'attends. Exact. Je vais être content à court terme, mais à long terme, je serai déçu. Exact. Donc, il appartient au peuple congolais de réfléchir sur cette question. De réfléchir sérieusement sur cette question par rapport à la liberté. Parce que, ou bien vous votez la personne que vous voulez, ou bien on achète votre conscience et vous en subirez les conséquences. Si on demandait à M. Georges Boussé Falaïdé, ce sera lequel? Voici les derniers mots que je dirais dans cette émission. La République
démocratique du Congo, comme le nom démocratique le dit, est un État démocratique. Exact. C'est un État de droit. Et c'est la volonté des pères de l'indépendance qui ont voulu que dans ces pays, le peuple se remette au travail. Et c'est ce que nous disons dans l'hymne national. Un peuple longtemps courbé qui se redresse. Et que dans un élan nouveau, nous puissions bâtir un pays plus beau qu'avant. Moi, je souhaite que le peuple congolais ne se décourage pas, mais qu'il prenne conscience de ses responsabilités, que le peuple sache que le pouvoir lui appartient, qu'il va envoyer au Parlement des députés et des sénateurs, et qu'il va voter un président de la République. Ce sera son représentant, et que des personnes qui va voter, qu'il puisse recevoir ce à quoi il a droit. La sécurité dans sa vie physique, la sécurité pour ses biens, la sécurité alimentaire pour lui et sa famille, la sécurité pour l'éducation de ses enfants, et qu'il puisse éventuellement, beaucoup plus tard, avoir la sécurité à l'emploi. Et pas seulement n'importe quel emploi, mais un emploi rémunérateur qui lui permet de couvrir tous les besoins que je viens de citer. C'est par là que je vais terminer. Ça va. Merci, M. Boussé Falaye, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous également, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, certainement, avec le même plaisir. Au revoir.